Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien d'abord. Nous allons passer donc 1 heure ensemble et nous allons aborder, alors j'imagine que le titre a dû un petit peu vous surprendre parce que nous allons parler ce soir de 8 termes que certains connaissent et que certains ne connaissent pas ou connaissent peu ou connaissent mal. Donc les 8 termes que nous allons développer ensemble ce soir sont le mot sanskar, sanskar qui en hindi peut vouloir dire, disons, empreinte intérieure, empreinte spirituelle, empreinte intérieure, empreinte de l'âme, bon, sanskar. On va parler de triggers. Triggers, c'est un mot anglais qui n'a pas vraiment de traduction en français, qu'on peut traduire par déclencheur, qui veut dire aussi gâchette. Gâchette, pull the trigger. Gâchette d'un revolver. On va parler de dénominateur. On va parler de yukti. Yukti, c'est un autre mot hindi qui veut dire astuce, des trucs pratiques, si vous voulez. Et j'espère que vous en donnez ce soir. On va parler de perspective. On va parler de magie. On va parler de sakash. Sakash est un autre mot hindi qui veut dire envoyer des pensées puissantes. Et on va parler d'un autre mot hindi qui est Mansaseva. Enfin, c'est 2 mots hindi qui sont Mansaseva. Mansaseva, c'est littéralement le service par l'esprit. Donc, ce sont 8 termes que nous allons développer ensemble ce soir. Sur ce terme de les catalyseurs ou les empêcheurs de penser en rond. Quelque chose m'arrive, que ce soit quelque chose que j'aime ou que je n'aime pas, quelque chose d'agréable ou de ne pas agréable, que ce soit un obstacle ou une bénédiction, si on veut. En apparence, l'expression qui est à la mode, on dira tout de suite, c'est mon karma avec beaucoup de guillemets. Je vais pas, alors karma est un terme que j'utiliserai le moins possible parce que c'est un petit peu la tarte à la crème, donc j'éviterai de l'utiliser. Mais le karma, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse entre 2 éléments, une empreinte intérieure, donc ce fameux sanskar, et un événement extérieur, un événement, une situation ou une relation. Le karma, c'est pas l'événement lui-même, on est d'accord, c'est la rencontre des deux, la rencontre de l'événement et de l'empreinte. Et c'est justement la façon dont l'événement va m'affecter, va réveiller une empreinte intérieure qui va déterminer ce qu'on appelle communément le karma. Bon. Donc c'est bien la rencontre entre ces 2 éléments, un élément extérieur, un élément intérieur, et on va les examiner séparément, si vous le voulez bien. A priori, et je dis bien a priori, je ne peux pas changer l'événement extérieur, quoique on en parlera tout à l'heure. En revanche, je dois et je vais, que je le veuille ou non, changer l'empreinte intérieure, c'est-à-dire le sanskar. Soit je le fais sciemment, librement, lucidement, soit la vie va me mettre dos au mur et je n'aurai plus d'autre choix que de changer, de transformer ce fameux sanskar, cette fameuse empreinte intérieure qui me bouffe de l'intérieur. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que encore faut-il pouvoir identifier le sanskar, donc l'empreinte intérieure en question. Ce qui n'est pas toujours évident au premier regard. On pourra débattre si il faut de la discipline ou s'il faut une motivation profonde, peu importe. C'est le but, parce que il y a 2 questions essentielles qu'on peut se poser. La première, c'est qui suis-je? C'est une question qui est vieille comme le monde. Et la deuxième, tout aussi importante, qui est quel est le sens de la vie? À quoi sert cette vie? Alors, on va partir d'un axiome, si vous voulez, et qu'on va dire que le but de la vie est de se retrouver soi-même dans sa vérité simple et originelle, et occasionnellement d'en faire profiter les autres. Ce qui veut dire que le but de la vie, ça n'est pas tellement d'acquérir des biens, des positions, des honneurs, de la renommée, que je réussisse tel projet, que j'accomplisse telle idée de service, que je consolide telle relation, ou même que je me bâtisse un cocon bien confortable. Tout ça, oui, peut-être aussi,
Mais surtout et avant tout, le but de la vie et le but de cette vie, c'est de me transformer moi-même, de transformer mon empreinte intérieure pour redevenir qui je suis vraiment. Et en transformant mes sanskars, d'arrêter de faire n'importe quoi pour moi-même et autour de moi. Et donc, si vous voulez, après le mot sanskar, donc empreinte intérieure, vient le mot trigger, donc en français déclencheur ou catalyseur. Les déclencheurs ou les triggers constituent des accélérateurs de yoga, des accélérateurs de transformation soi-même, des empêcheurs de penser en rond. Parce que la vie, la providence, le drama, quel que soit le nom qu'on lui donne, me présente des événements agréables ou pénibles pour me punir ou pour me faire mal, non pas pour me punir ou pour me faire mal, mais pour m'aider à comprendre et à transformer mes sanskars. Quels sont les accélérateurs de yoga? Pour certains, c'est la maladie, pour d'autres, c'est des relations faciles ou moins faciles, l'injustice apparente de ce monde, la politique, les autres automobilistes, mon conjoint, mon patron, etc., etc. Tout cela constitue des accélérateurs de transformation des sanskars, évident, mais pas toujours aussi évident que ça. Bon, cela dit, je peux aussi transformer mes sanskars par l'amour, par la joie, par le bonheur. A contrario, parmi les décélérateurs de transformation des sanskars, il y a le fait de penser que je peux tout contrôler. Une sorte de perfectionnisme aigu. Et avec une telle attitude, je ne fais en réalité que m'enferrer dans mes vieux sanskars et d'empêcher la transformation. Parce qu'on peut contrôler certaines choses, on peut tout faire pour qu'un projet aboutisse, mais en faire plus ou chercher à aller plus vite que la musique, c'est au mieux de la précipitation et au pire de l'ego. C'est ce que disaient les stoïciens. Je prends un exemple au hasard. Trump, par exemple, peut être un accélérateur de yoga si je comprends qu'il est là non pas pour m'embêter, mais pour me permettre de me détacher de tout ce cirque. En revanche, il sera un décélérateur si je me laisse affecter ou si je me laisse complètement déprimer par ses décisions politiques chaotiques, son comportement absurde et tous ses tweets dans tous les sens. On pourrait dire quelque part la même chose du confinement. Soit je vois le confinement comme quelque chose qui m'est imposé de l'extérieur, avec ce que ça sous-entend d'idées de punition, de victimes, etc. Et à ce moment-là, je souffre de l'ennui, je souffre de l'isolement. Soit je le vois comme une occasion qui m'est donnée de me détacher de l'agitation, de tout ce tournis qui est devenu tellement habituel que j'ai l'impression de ne plus pouvoir vivre sans. Et donc, à ce moment-là, ce confinement me permet de faire le point sur moi, sur ma vie, sur mes objectifs, sur mes ambitions, sur ce qui m'anime véritablement. Par exemple, autre exemple, au lieu de trépigner et de m'énerver quand je dois attendre un bureau de poste ou n'importe où, ou au supermarché, quand je dois faire la queue, si au lieu donc de trépigner, j'en fais un moment qui m'est donné pour pouvoir pratiquer une méditation improvisée et impromptue, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de ce moment et de façon incognito, je vais pouvoir arroser tous ces inconnus qui sont devant moi, sans oublier la caissière, de super vibrations, de légèreté, de détachement. Parce que justement, j'ai la chance d'avoir pris conscience de tout ça. Et ça me donne un avantage énorme que je ne dois pas gaspiller bêtement. Mais alors, au départ, est-ce que c'est la situation qui crée ma conscience ou est-ce que c'est ma conscience qui crée la situation ? Je lisais récemment un livre qui est sorti d'une professeure qui s'appelle le docteur Lisa Feldman Barrett de Harvard et qui son livre s'appelle Les 7 leçons et demie à propos du cerveau. Et elle dit, les gens pensent qu'ils réagissent à ce qui se passe autour d'eux,
Mais ce qui se passe vraiment, c'est que, alors elle appelle ça notre cerveau ou notre esprit, construit ce qu'il croit être la réalité. C'est-à-dire que nous ressentons de la colère ou de l'angoisse comme s'ils étaient des sentiments créés par des événements extérieurs, mais en fait, les émotions ne sont pas quelque chose qui nous arrive, mais elles sont fabriquées par notre cerveau ou par notre esprit dès qu'on en a besoin. De même, il y avait une autre chercheuse également que j'ai déjà citée qui s'appelait Kelly McGonigal qui nous explique avec plein d'études qui ont été faites là aussi à Harvard que le stress en soi n'est pas forcément mauvais, mais c'est surtout l'idée qu'on en a qui soit en fait quelque chose de bénéfique, soit en fait quelque chose de néfaste. Je prends un autre exemple. Lorsque j'ai au même moment des problèmes avec un notaire, un réparateur de vélo, un magasin d'informatique et une compagnie aérienne, est-ce à dire que j'ai, entre guillemets, du karma avec chacune de ces personnes, individuellement? Avec certaines, peut-être. Et même si c'est le cas, ça ne m'avance à rien de me le répéter en boucle. Ensuite, je me dis que c'est mon ego, qu'il faut que je travaille mon ego, mais en fait, il faudrait s'entendre un petit peu sur ce qu'est l'ego et faire la différence entre l'ego et l'orgueil, puisque l'ego, c'est surtout un masque, une couche d'identification artificielle, soi-disant pour nous protéger, et qui en fait finit par nous étouffer. Donc, prenons plutôt de la distance et changeons de perspective. Donc, je dois sortir de mes obsessions, de mes repères. Alors, évidemment, pour cela, le plus facile, c'est par exemple de voyager ou de prendre mon vélo, de sortir, de changer de lieu, de changer de zone de confort, ce qui n'est pas toujours facile quand on est en période de confinement, comme chacun le sait. Donc, l'astuce, c'est de trouver le dénominateur commun à toutes ces situations. Et il y en a toujours un. Il suffit de le trouver. Et quand on l'a trouvé, du temps, on réalise qu'il a toujours été là, sous mon nez. Je le savais, je le voyais, mais je ne voulais pas l'admettre ou je n'y prêtais pas attention et je ne voyais pas combien il me gâchait la vie et il me bouffait la tête. En l'occurrence, donc, dans les exemples que je viens de donner, en ce qui me concerne, le dénominateur commun, c'est l'impatience. Or, c'est bien mon impatience qui crée les difficultés et non l'inverse, parce que je sais que lorsque je suis impatient, je vais bloquer les personnes qui sont là. Il y a un certain moment, je faisais des formations, je n'étais pas forcément très bon d'ailleurs pour ça, et j'avais remarqué que si j'émettais le moindre signe d'impatience, les personnes se bloquaient complètement et perdaient complètement leurs moyens. Donc, c'était pas du tout la bonne façon pour faire avancer les choses et pour leur faire comprendre ce qu'elles devaient comprendre. Bon, bien sûr, vous me direz, l'impatience est liée à l'ego. Parce que si je suis impatient, c'est justement que je cherche à tout contrôler. C'est-à-dire que je veux que les autres arrivent à la même conclusion que la mienne, et qu'ils agissent comme moi, et en plus, ils devraient le faire à la même vitesse, au rythme qui est le mien et que j'attends d'eux et que je veux leur imposer. On pourrait dire également que l'impatience est liée à l'attachement, parce que c'est parce que je suis attaché à telle ou telle situation ou à tel résultat que je suis précisément impatient. Or, l'impatience, dans mon cas, est un exemple parfait, et je ne m'en vante pas, du fait que je crois profondément en quelque chose, mais que j'oublie de l'appliquer à moi-même. À savoir que tout ce qui m'arrive est la meilleure chose qui puisse m'arriver pour mon développement personnel. Je le sais. Je sais que cette pièce de théâtre, dans laquelle nous jouons tous notre rôle, est réglée à la seconde près, et je comprends qu'en étant impatient, j'indispose les autres, et donc je bloque encore plus la situation. Je le sais, et pourtant, je continue à me créer moi-même des complications. Donc à partir de là, le quatrième mot-clé, c'est le mot dont j'ai parlé tout à l'heure, le mot yukti, ce qui veut dire astuce, c'est-à-dire quelle méthode pratique peut me permettre de transformer ces fameux sanskars, ces fameuses empreintes intérieures,
et m'éviter les complications ou dépasser ou contourner les obstacles. La première chose qui vient à l'esprit, c'est évidemment le discernement. Parce que je comprends le sens caché de la situation ou de la relation. Mais justement, quand j'ai le nez sur le guidon, c'est que j'ai perdu mon discernement. Je n'écoute même plus mon intuition. Ensuite, on peut penser au mot détachement comme étant une autre astuce. Mais lorsque je suis passionné par un projet, je me bats pour qu'il réussisse, jusqu'à parfois sacrifier ma vie personnelle ou mes propres valeurs. L'autre outil auquel on peut penser, c'est un outil aussi qui est un peu tarte à la crème, qui est le fameux lâcher-prise, le let go. Mais dans le cas de la patience, de l'impatience, je me demande où commence le let go et où finit le défaitisme ou le découragement, ou la négligence, ou le laisser-aller. Et je me dis que, de même qu'Épicure définissait les désirs nécessaires ou non, de même que les stoïciens faisaient la différence entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer, je dois pouvoir arriver dans ma vie à voir ce à quoi je m'attache et ce à quoi je décide de me détacher. C'est le fameux équilibre entre maître et enfant, entre fierté ou enthousiasme et humilité. Bon, tout ça, c'est très bien, mais même si je parviens à me détacher, à donc faire ce fameux lâcher-prise, il reste une déchirure intérieure, il reste un tiraillement, parce que c'est un lâcher-prise que je fais plus ou moins de force. Et au fond de moi, je continue à vouloir que les choses, les événements et les autres gens avancent aussi vite que moi ou plus vite que moi. Ou alors je me mens à moi-même. Jusqu'à ce que je découvre, et là on en arrive à notre 5e terme, qui est le terme de perspective, jusqu'à ce que je découvre l'angle spirituel. Ça, j'en ai déjà parlé précédemment. C'est-à-dire une nouvelle perspective sur ma compréhension de la vie d'un point de vue spirituel. L'angle spirituel, si vous voulez, dans la plupart des situations, c'est comme le eureka qui me permet de voir l'obstacle différemment, un obstacle qui jusque-là me paraissait insurmontable, ou une relation qui me paraissait insurmontable, de la voir différemment. Donc l'angle spirituel, c'est ce qui me permet de garder cette distance par rapport à l'événement, de voir sa signification sous un autre angle, et quelque part de voir son sens caché. Alors que si je perds l'angle spirituel, à ce moment-là, la relation ou l'obstacle sont là. Je cherche à les écarter, je cherche à les repousser, en leur disant « Ne te mets pas sur mon chemin, tu m'empêches de faire ce que je veux faire, tu m'empêches d'être qui je veux être. » Et à ce moment-là, il y a un conflit intérieur, il y a plein de freins et plein de blocages. Je prenais l'exemple de l'impatience, qui est quelque chose qui me concerne, j'avoue. C'est-à-dire que à un moment, lorsque je constate qu'il y a des individus qui appartiennent à des corps de métier ou dans des contextes complètement différents avec lesquels j'ai une difficulté, un blocage, au lieu de personnaliser, si vous voulez, chacun de ces blocages, au lieu de dire c'est à cause de lui, c'est un abruti, il m'empêche l'introspection, d'essayer de chercher le dénominateur commun. En l'occurrence, là, le dénominateur commun, pour moi, dans les cas que je citais, c'était l'impatience. Et je me suis aperçu que c'était complètement contre-productif. Parce que plus je suis impatient, plus les autres se bloquent. Donc, moins les choses avancent. Alors que justement, ce que je voudrais, c'est que ça avance un petit peu plus vite. Je ne sais pas si vous voyez donc ce que je veux dire. Donc je parlais de... Ah, arrêt sur image, coupure également, coupure. On me dit qu'il y a des coupures. Alors moi, c'est parfait. Bon, alors je continue. Il y a un décalage, donc mais je pense que c'est bon. J'étais en train de vous parler, donc j'en étais arrivé à mon 5e point, qui est celui concernant la perspective.
Donc l'angle spirituel, c'est-à-dire regarder ces obstacles ou ces relations un petit peu conflictuelles sous un autre angle. Et je vous disais que l'angle spirituel, c'est ce qui me permet de garder cette distance par rapport à l'événement, de voir sa signification sous un autre angle et éventuellement de voir son sens caché. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'il y a cet obstacle? Je me dis, à quoi peut bien servir cet obstacle ou cette relation difficile? Y a-t-il un sens à tout cela? Bon, chacun ses tests, pour chacun c'est différent. Pour moi, par exemple, et je pense que je suis pas le seul, un de mes tests, c'est le bruit, surtout le bruit inutile. L'autre jour, dans le bus, il y avait une dame d'un certain âge qui était assise derrière moi et qui parlait à une de ses amies et qui racontait qu'elle venait d'avoir ses petits-enfants avec elle et qui a eu cette phrase merveilleuse et en disant « le bruit, c'est la vie ». C'est ce que semblent penser de plus en plus de gens. Mais l'important, en fait, c'est ce que... D'abord, c'est de voir comment le bruit m'affecte, comment le bruit me fait réagir, et ensuite ce que j'associe au bruit. Si, par exemple, j'en fais l'apanage d'une jeune génération, je me prépare des jours difficiles. Si pour moi le bruit veut dire manque de courtoisie, on manque de respect, etc., c'est encore pire, car à ce moment-là, j'en fais une affaire personnelle, et donc je mets une charge pondérale à l'événement extérieur. Et le mauvais réflexe, comme toujours, la plupart d'entre nous l'avons, c'est de blâmer les autres, en l'occurrence l'auteur du bruit. Mais l'auteur du bruit, il vit sa vie, c'est son monde à lui, et j'y suis à peine toléré. Si vous voulez, l'auteur du bruit, par exemple, ça peut être le chien du voisin qui aboie, et le chien du voisin, il aboie parce qu'il a été conditionné pour aboyer quand il y a un autre chien qui passe devant lui. Et si moi je vais voir le voisin et que je lui demande d'empêcher son chien d'aboyer, il risque d'y avoir un léger malentendu, pour ne pas dire ça risque de dégénérer, parce que le bruit est souvent pardon, associé à violence, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc, si vous voulez, le bon réflexe, c'est de me demander ce que ce bruit intempestif m'enseigne sur moi-même. Déjà sur mon pouvoir de tolérance. Donc l'angle spirituel signifie qu'au lieu de repousser l'obstacle, ou même de le nier, je comprends qu'il est un accélérateur de yoga, un accélérateur de détachement, de transformation de mes sanskars, de mes empreintes intérieures. Donc un accélérateur de transformation de moi-même, qui, au lieu d'être une punition, au lieu d'être quelque chose qui est là pour m'embêter, qui est là en fait pour m'aider à retrouver mes sanskars d'origine, mes empreintes d'origine, comme par exemple l'empreinte d'origine de paix intérieure, et de retrouver la forme, la nature, la qualité et la pureté qu'avaient mes empreintes intérieures à l'origine de mon être. Donc, à ce moment-là, quand j'adopte l'angle spirituel, ça veut dire que j'accepte l'événement, quelque part. Et j'abandonne l'angle de la lutte pour adopter l'angle de l'intelligence de la situation. Et à ce moment-là, je me demande, où vais-je vraiment? Est-ce que c'est vraiment si important pour moi? C'est pareil pour l'impatience. Est-ce que je suis pressé? Est-ce que j'ai besoin d'être aussi pressé? Et si finalement cette attente que je subis jouait en ma faveur? Et c'est là on en arrive au 6e aspect que je voulais développer, qui est l'aspect de la magie. Lorsqu'une situation me dérange vraiment, elle va s'ancrer d'autant plus dans ma vie que je vais y penser continuellement. Plus je vais y penser, plus elle viendra m'obséder. Le chien qui aboie sans arrêt, les voisins qui font du bruit, l'incivilité de mes compatriotes, les banquiers qui ne pensent qu'à leur propre intérêt, etc., etc. A contrario, et c'est là où ça devient intéressant, si je parviens à l'oublier, à ne plus y penser, eh bien, cette situation va disparaître physiquement de ma vie. C'est-à-dire que si j'arrive à détrigger,
si j'arrive à alléger la charge émotionnelle que moi j'ai donné à cet obstacle, à cette situation, si j'arrive à ne plus en faire quelque chose de personnel, à ne plus en faire une question de principe, d'incivilité, d'injustice, tout ce qu'on veut, alors la plupart du temps, quelque chose se produit, un tournant dans la relation, quelque chose qui contourne l'obstacle et qui fait que ce qui me semblait l'instant d'avant insurmontable disparaît de ma vie comme par enchantement. Le projet se réalise ou non, peu importe, cela devient accessoire, mais quelque chose d'autre, de plus essentiel, prend sa place. Et c'est là où on peut parler de magie, et c'est là où on peut parler quasiment d'une œuvre artistique spirituelle. C'est-à-dire que à un moment, j'avais des voisins qui se couchaient quand moi je me levais et qui faisaient la fête toute la nuit. Et j'avais tout essayé, de taper, etc. Ça ne faisait qu'empirer les choses. Et il y a eu un moment où je me suis dit, bon, il faut que je voie la chose différemment, il faut que j'arrête de penser qu'ils font ça pour m'embêter, qu'ils font ça par manque de respect, ou etc. Donc, que je vois ça comme quelque chose que j'ai un regard beaucoup plus objectif sur la situation. Et j'ai fait ça pendant j'ai nourri mes méditations en allégeant, et un jour, les voisins ont déménagé. Et là, l'immeuble est devenu très calme. Donc bien sûr, pour pouvoir faire cela, il faut sortir de la boîte. Out of the box, comme disent les gens de chez Apple. Donc il faut penser différemment, il faut changer de conscience, sortir. Vous connaissez ce test qui est un rectangle avec donc 3 rangées de 3 points, d'accord? Et le test, c'est de tenter de relier tous les points du rectangle sans lever le stylo, en un seul coup. C'est impossible. Ou plutôt, ça n'est possible que si on fait une chose, c'est qu'on sort du rectangle. Et quand on sort du rectangle, on arrive effectivement à relier les 9 points, en fait, du rectangle sans lever le stylo et sans repasser 2 fois sur le même aussi. Donc, pour moi, créativité et spiritualité ont toujours été liés. L'un nourrit l'autre. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. Et si vous voulez, j'utilise l'art aussi bien d'un point de vue passif que d'un point de vue actif, justement pour me permettre de sortir de certaines situations. Et en fait, mon expérience, c'est que il est souvent intéressant de passer en mode hémisphère droit. Je vous donne un exemple. J'étais, il y a très longtemps, dans une maison à East Hampton, c'est au bout de Long Island, avec des amis qui avaient des enfants. Et mes amis devaient aller dîner un soir. Et donc, ils m'ont demandé de garder leurs 2 filles, Charlotte Jane, qui avait 5 ans, et Allison, qui avait 7 ans et demi, qui était adorable. Et on était dans une pièce qui était la bibliothèque de la maison, et il y avait la télé qui marchait, et il y avait les 2 petites filles qui, bien sûr, jouaient, qui faisaient du bruit, etc., etc. Bon. Et il y avait plein de livres sur les rayons de la bibliothèque, et j'ai pris un livre au hasard, si on peut dire, et ce livre, c'est un livre de Betty Edwards qui s'appelle Dessiner à partir de l'hémisphère droit. Et ce que dit Betty Edwards, en gros, c'est que si on demande à un adulte qui n'a jamais dessiné de sa vie de dessiner un personnage, ou même de dessiner un arbre, il va dessiner ce qu'on lui avait appris à dessiner quand il avait 3 ans. Et parce que c'est l'hémisphère gauche qui lui dit, bon bah ça, un petit bonhomme, tu sais comment dessiner, voilà comment tu dessines, tu fais un rond, tu fais bon. Et donc, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut arriver à on-trigger, justement, il faut arriver à déconnecter l'emprise de l'hémisphère gauche, notamment sur l'expression artistique. Et pour cela, il faut pratiquer des exercices que l'hémisphère gauche ne connaît pas. Donc, je tourne la page du livre, et sur la nouvelle page du livre, je vois
un visage à l'envers. Et elle dit, bon, comme on le sait, dessiner un visage, c'est une des choses les plus difficiles. Mais là, vous n'essayez pas de voir de qui il s'agit, même de penser que c'est un visage, simplement suivez les lignes. Suivez les lignes, reproduisez ce qui est là, donc un portrait à l'envers. Et alors là, il s'est produit deux choses intéressantes, parce que j'ai fait l'exercice, et je me suis aperçu après, d'une part, que moi qui pensais que je ne savais pas dessiner, quand j'ai regardé, j'ai retourné le livre et que j'ai retourné mon propre dessin, je me suis aperçu d'abord que c'était un portrait de John Kennedy et que je l'avais très bien reproduit, à ma surprise. Et d'autre part, ce que j'ai réalisé, c'est que pendant que je faisais cet exercice, j'ai oublié les notions de temps, j'ai oublié complètement le bruit qui était autour de moi, j'étais complètement déconnecté de ce qui se passait autour de moi, donc de toute cette agitation qui, en temps normal, m'aurait irrité. Là, j'étais dans l'univers de mon hémisphère droit, qui se trouvait bien parce qu'il pouvait enfin s'exprimer. Et c'est assez intéressant. Alors, elle a d'autres exercices, comme par exemple, si vous voulez dessiner une chaise, vous savez, une de ces vieilles chaises avec plein de barreaux, avec une chaise en paille avec plein de barreaux, si vous essayez de dessiner cette fois-ci les lignes de la chaise, vous n'y arriverez pas. C'est l'hémisphère gauche qui vous dit de dessiner les lignes. Mais si en revanche, vous dessinez les creux, les espaces, là, l'hémisphère gauche ne connaît pas ça. Donc il dit, moi je connais pas. Et donc il passe la main à l'hémisphère droit, et l'hémisphère droit, qui est donc l'hémisphère plus intuitif, plus synthétique, va lui tout de suite voir ce qui est quelque part plus créatif, va voir ce qui peut se passer. Donc ça, si on l'applique à la vie, je trouve que c'est intéressant. Un autre exemple encore, toujours sur ce domaine du dessin, que dit Betty Edwards également, c'est que on ne dessine pas ce qu'on voit, mais on dessine ce qu'on croit voir. Et donc, par exemple, si je dois dessiner un feuillage, moi, feuillage, c'est vert. Eh ben non. Feuillage, c'est pas vert. Feuillage, c'est jaune au-dessus, il y a du bleu dedans, c'est noir en dessous, etc. Et donc, reconsidérer des choses qui nous paraissent acquises, des choses qu'on n'a jamais pensé à remettre en question, et les reconsidérer sous cet angle créativo-spirituel. Et tout d'un coup, se mettre à voir l'arbre. Et de la même façon, voir les autres, voir les situations, me voir moi-même, et voir notamment mes propres sanskars. Donc là, c'était donc l'aspect perspective et l'aspect magie. Maintenant, j'aimerais en arriver à l'aspect du saccage, c'est-à-dire l'aspect du pouvoir des pensées, si on veut. Vous vous souvenez qu'on a dit au début, le karma, c'est la réponse entre deux éléments, une empreinte intérieure et un événement ou une relation. Bon. On a vu qu'il y a des astuces, des possibilités, des angles, des perspectives pour transformer les empreintes intérieures, parce que finalement, c'est ça le but de la vie. Et en faisant cela, on fait du bien à nous-mêmes et on fait du bien également à notre entourage. Et je me suis toujours dit, est-ce qu'a priori, on ne peut pas changer les autres? On ne peut pas changer l'événement extérieur. Alors, on l'a vu, quand j'ai parlé d'impatience, on a vu qu'en fait, c'était moi qui, par mon impatience, rendais les choses compliquées. C'est un exemple. Mais est-ce qu'on peut changer l'attitude des autres? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas changer les autres en essayant de les contrôler. Ou alors, c'est un cas grave, et ça ne rentre pas dans ce que nous voulons dire ce soir. Peut-être est-ce que je peux transformer les autres par l'amour. Si je leur montre suffisamment de respect et d'amour sincère. Et alors là, peut-être, oui, auront-ils envie de changer quelque chose en eux, mais c'est pas sûr.
Une autre possibilité, c'est de montrer aux autres combien moi j'ai changé. En changeant ma propre attitude, en changeant mes réflexes face à eux et face aux situations, ils peuvent eux-mêmes changer. Là, j'ai quelques exemples. L'exemple d'un monsieur indien que certains connaissent qui s'appelle Jagdish, qui s'était retrouvé à New York et qui marchait dans une rue de New York la nuit et qui tout d'un coup s'est fait aborder par des jeunes qui étaient pas, dont les intentions n'étaient pas très bonnes. Et voyant qu'il était coincé, il a eu ce coup de génie, c'est qu'il s'est mis à chanter une chanson hindi et il s'est mis à danser, alors que c'était un monsieur déjà d'un certain âge. Eh bien, voilà. Simplement ça a complètement changé la situation et il a pu repartir sans être inquiété. Un autre exemple est quelqu'un que nous connaissons qui habite en Bretagne et qui est professeur d'aïkido, ou ceinture noire d'aïkido, et lui, pareil, même genre de situation, il était à Paris dans le 20e arrondissement et la nuit, tout seul, dans une ruelle, et 2 ou 3 types sont venus face à lui avec des mauvaises intentions. Et lui, étant prof d'aïkido, c'est pas quelqu'un de très baraqué, c'est pas quelqu'un d'impressionnant, mais c'est quelqu'un de très centré. Et il est resté très centré, il a rien fait, il a continué à avancer, les mains dans les poches, en restant centré. Eh bien, les types se sont écartés devant lui et l'ont laissé passer. Ce sont des exemples, donc, de comment on peut changer une situation ou comment on peut éventuellement changer les autres. Bon, mais il y a une piste qui me semble plus intéressante encore que tout cela, qui est également la plus subtile, donc la moins visible et la moins évidente. C'est ce fameux saccage, c'est-à-dire les bons souhaits et les pensées positives que j'entretiens envers d'autres personnes, notamment les personnes avec qui je peux avoir une relation un petit peu difficile. C'est-à-dire donc non seulement ce qu'on disait tout à l'heure, faire en sorte que je ne personnalise pas la relation conflictuelle, donc que je réalise que l'autre personne est un instrument non pas pour m'embêter, pour me punir, mais pour m'aider à me transformer moi-même, et qu'ensuite je remplace toute forme de récrimination ou de ressentiment par des sentiments purs, et d'abord des sentiments d'empathie, c'est-à-dire en me mettant à la place de l'autre, et où je commence à voir les choses de son point de vue. Et je me vois moi-même avec son regard. Et donc là, si vous voulez, c'est là où la méditation intervient, non pas une méditation où je ressasse justement des situations qui peuvent être conflictuelles, parce que là, au contraire, je ne fais qu'alourdir un sanskar, une empreinte intérieure pénible, mais au contraire, si vous voulez, par ma méditation, je vais alléger la relation, je vais alléger la situation et je vais... Ah, est-ce que... Oula, j'espère qu'on n'a pas été coupé puisque moi j'ai une mini coupure là. Ah ouais, une mini coupure, un mini signal. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Ok. Bon, ça a l'air d'être bon. Oui, donc... j'en étais donc en fait au 8e aspect qui est donc ce qu'on appelle le Mansa Seva, c'est-à-dire, si on peut dire, ce service par l'esprit ou comment on peut aider les autres par le pouvoir de l'esprit, par le pouvoir de la pensée, et quelque part débloquer une situation en passant par une dimension subtile. Alors, je sais bien, ça peut paraître un petit peu abstrait, et en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que souvent on manque de feedback, c'est-à-dire que on ne sait pas quel est l'impact véritable de ce pouvoir de la pensée. Mais faites-le. C'est intéressant de le faire parce que
ça a un véritable impact. Et c'est là où, si vous voulez, nous sommes tout de même très enfermés dans une vision, qu'on le veuille ou non, assez matérialiste des choses et des situations et des relations, et où, là encore, un angle spirituel est intéressant parce que ce qui se passe au niveau du subtil a en réalité beaucoup plus d'impact que ce qui peut se passer au niveau physique. Vous n'êtes pas obligé de me croire, à vous d'en faire l'expérience. Mais c'est là où la méditation intervient le mieux, notamment la première méditation du matin. Si par exemple je commence ma journée, non pas dans la précipitation, le rush, etc., pour aller travailler, enfin quoique maintenant on travaille de plus en plus en ligne, mais si jamais je devais prendre le métro et aller au bureau, au contraire, me donner donc le matin, dès le réveil, un quart d'heure, une demi-heure, peu importe le temps, commencer ma journée en me donnant à moi-même et aux autres ce cadeau où j'entretiens, ou si vous voulez, j'envoie une vibration, j'envoie une énergie bienfaisante, positive, d'abord envers moi-même et ensuite envers ceux qui m'entourent, ceux que j'aime, ceux que je n'aime pas, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, le monde, etc., etc. Et donc, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est de le faire ensemble, pendant quelques minutes. Alors, je vous propose, je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'ont jamais médité, mais enfin, vous vous asseyez confortablement. L'essentiel, c'est de n'avoir aucune rigidité nulle part, dans le corps, dans la nuque, etc., dans les épaules. Bon. Et ensuite, vous pouvez garder les yeux ouverts ou avoir les yeux fermés. Et vous vous placez dans votre espace intérieur. Alors, l'espace intérieur, on le place généralement ici, au niveau du troisième œil, peu importe. Vous vous placez dans votre espace intérieur. Cet espace intérieur, c'est votre espace. C'est votre lieu, c'est votre refuge, c'est votre lieu de sécurité. C'est votre lieu de paix intérieure. Personne ne peut l'envahir. Personne ne peut y venir sans y être invité par vous. Personne ne peut vous le prendre. Et en même temps, cet espace intérieur, il est toujours là. Et vous pouvez donc vous y rendre à tout moment. Quelle que soit l'action, les gestes que vous soyez en train de faire. Quel que soit ce que vous soyez en train de faire au niveau physique, vous pouvez toujours à tout moment venir dans votre espace intérieur. Et vous êtes là, et vous êtes stable, et vous êtes bien. Des pensées vont venir pour essayer d'envahir l'espace intérieur. Bien sûr, c'est normal. Vous leur dites, gentiment, avec douceur, chère pensée, pour le moment, je suis dans mon espace intérieur, je m'occuperai de toi tout à l'heure. C'est comme un enfant, si vous voulez. Je m'occuperai de toi tout à l'heure. Laisse-moi rester dans mon espace intérieur pendant quelques minutes. Je suis dans mon espace de bien-être. Alors, pour ceux qui me connaissent, moi personnellement, dans mon espace intérieur, j'ai ma balançoire spirituelle. Et je m'installe sur ma balançoire spirituelle. Et je me balance. Et je me sens léger. Et je me sens libre. Et je me sens bien. Et je me sens très paisible. Et de ma balançoire spirituelle dans mon espace intérieur, je regarde le monde. Je regarde cette merveilleuse planète, qui est la nôtre, et je regarde tous les gens qui ont peur, qui sont anxieux, qui sont confinés, qui sont malades, qui sont sans rien, qui sont démunis. Et justement, je regarde tout spécialement les 278 millions de personnes, femmes et enfants, qui sont dans un état de famine actuellement dans le monde, en partie du fait de la pandémie. 278 millions. Je ne peux pas les aider tous physiquement, matériellement, mais je peux
par mes bons souhaits, par mes pensées positives, leur envoyer cette énergie. Et peut-être que cette énergie va, s'ils sentent quelque chose, peut-être que ça va leur permettre de s'extraire un peu de cette condition matérielle dans laquelle ils sont. Je survole de ma balançoire, je survole le Yémen, je survole la Syrie, je survole le Liban, je survole la Libye, je survole la région du Tigré, je survole toutes ces régions dans le monde où tous les camps de réfugiés, où les gens sont dans des conditions tristes. Et là encore, je leur envoie toute cette énergie. Et quand je suis dans cette perspective, quand j'ai replacé les choses dans cette perspective, je suis toujours sur ma balançoire. Je me sens libre. Je constate la chance que j'ai d'être en bonne santé, de pouvoir méditer, de comprendre toutes les choses dont on parle, etc., etc. Je constate la chance que j'ai. Donc déjà, énormément de gratitude. Mais une fois que j'ai fait tout cela, à ce moment-là, je peux replacer dans son juste contexte la situation, la relation qui est, au jour d'aujourd'hui, un obstacle pour moi. Je peux donc la relativiser. Et je peux donc faire tout ce qu'on a dit ensemble, c'est-à-dire la voir sous l'angle spirituel, la voir non pas comme un ennemi, non pas comme une punition, mais comme un ami, comme au moins une opportunité qui m'est offerte de transformer mes empreintes intérieures. Sachant que, de toute façon, ces empreintes intérieures, je vais devoir les transformer. Soit, donc, j'attends que la vie me mette dos au mur et que j'ai plus le choix, ou bien je les transforme par une méthode aussi simple que cela et aussi agréable que cela, qui est de me balancer sur ma balançoire spirituelle. Parce que ça a l'air anodin, mais en fait, simplement en faisant cela, il y a un pouvoir de transformation spirituelle qui est très fort. Simplement en faisant cela, en restant dans ma balançoire spirituelle aussi souvent, aussi longtemps que possible que je le veux, j'en ai le désir. En réalité, il y a tout un travail intérieur qui se fait inconsciemment de transformation de ces fameux sanskars dont on parlait au début, de mes empreintes intérieures. Et donc, si je peux le faire comme cela, je n'ai plus besoin des triggers, des déclencheurs, des gâchettes, des catalyseurs ou des empêcheurs de penser en rond, idéalement. Puisque, et c'est là où je redis à nouveau que ce qui se passe au niveau du subtil a plus d'impact que ce qui peut se passer au niveau du physique, en étant simplement sur ma balançoire, la transformation qui se passe au niveau intérieur est plus forte que celle qui pourrait se produire par la souffrance. Or, bien sûr, la souffrance est un facteur de transformation, mais je ne suis pas obligé de souffrir. Et si vous voulez, je m'arrêterai là. Il est 7h25, 23. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par le chat. Ou si vous avez des commentaires ou des suggestions. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de coupures et que vous avez pu, et que j'ai pas parlé trop vite, ni trop, tout court. Bon, ben écoutez,
Si vous n'avez pas de questions, restez sur votre balançoire spirituel, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas d'autre effort à faire. Pour moi, le mot effort devrait être, les références bibliographiques, le mot effort pour moi devrait être effacé du... Très inspirante. Merci pour la balançoire. Que sont devenues les deux petites filles? Eh ben, je ne sais pas du tout. Ce que sont devenues Charlotte Jane et Alison. Je crois qu'il y en a une qui est... Ils doivent avoir maintenant 40 ans passés. Il y en a une, je crois, qui était avocate, quelque part aux États-Unis. L'autre, la plus jeune, je ne sais pas du tout. Oui, donc pour moi, le mot effort n'a pas véritablement lieu d'être sur un cheminement spirituel, ni même le mot discipline. Enfin bon, ou alors il faut les définir différemment, puisque justement, le seul effort spirituel et celui qui a le plus d'impact, bah, c'est simplement de rester centré, de rester sur notre balançoire spirituel. Donc c'est ça c'est une chose importante et j'en finirai là-dessus. C'est que on est tellement habitué à ce qui est compliqué et on aime en fait ce qui est compliqué, où on se dit que plus les choses sont compliquées, plus elles sont efficaces. Ben non. Non. Alors, ouais, je réponds à votre chat. Donc, ce que faisaient les petites filles, c'était pas pendant que je dessinais à partir de l'hémisphère droit, elle continuait à jouer. Enfin, je suppose. Hein, elle continuait à jouer, elle continuait à rire. Bon, et je vous dis, j'étais complètement extrait du contexte. Oui, il y a un replay normalement en MP3. Je peux même, si vous voulez, mettre ça sur mon blog. Donc, est-ce que je peux, moi, oui, je peux peut-être vous écrire mon blog. Attendez, comment ça marche? Voilà. Non, je ne sais pas. Donc, bon. Mon blog, c'est bit.ly/je médite en un seul mot, avec un J majuscule, un M majuscule et un E accent aigu sur médite. Donc je répète, bit.ly/je médite, J majuscule, petit E, M majuscule, E accent aigu, DITE. Je médite. Voilà. D'accord? Voilà. Donc il y aura un replay en MP3. Donnez-nous 1 ou 2 jours pour pouvoir faire le replay et mettre ça sur les sites et sur le blog. D'accord? Pas d'autres questions? Est-ce que j'ai raté donc voilà. Oui. Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Très bien. Je suis content également que finalement la technique est suivie. Eh bien donc, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée et restez safe, faites attention à vous. Un petit conseil personnel, enfin je suis pas médecin, mais un petit conseil personnel, le sérum physiologique, en plus des masques et des gants et tout ça, etc. Bon, le sérum physiologique pour nettoyer la cavité nasale. D'autres disent les inhalations de vapeur très chaude. Bon, je vous dis ça. C'est juste moi ce que je fais, ce qui n'empêche pas les vaccins et tout le reste. Prochain épisode, me dit Marianne, je ne sais pas. Ça va dépendre d'abord de votre demande et ensuite des inspirations qui viennent ou qui ne viennent pas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vais couper la vidéo et je vais couper le son. Mon prénom est Benoît, bon, ou bien Arnaud. Souvent, je signe
des articles sous le nom Arnaud Leduc. Voilà. Merci. Bonne soirée.